Adelsdam, vous êtes directeur de l'ONU SIDA Algérie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Le constat que nous faisons aujourd'hui, peut-être, Monsieur Zdam, le constat de la lutte contre les sida, c'est que nous sommes loin finalement des objectifs de l'ONU, celui d'endiguer cette pandémie à l'horizon 2030. Nous sommes bien loin. Aujourd'hui, on compte à peu près 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 1 700 000 enfants et puis 1,5 million de nouveaux cas en 2020. Comment expliquer ces chiffres finalement? C'est un échec? Exactement. Bon, voilà, merci. Je rappelle que les objectifs que vous avez cités, c'est les objectifs pour lesquels tous les États du monde se sont engagés pour mettre fin à l'épidémie du sida à l'horizon 2030. Il est vrai que c'était des objectifs ambitieux, même avant 2020, et les États poussaient pour mettre fin à éradiquer cette pandémie. Mais aujourd'hui, nous rappelons que cette pandémie est toujours là. Bon, et les gens ont souvent oublié, parce qu'il y a une autre pandémie qui est venue un petit peu prendre le dessus et vraiment qui a marginalisé beaucoup de maladies, malheureusement. Voilà, maintenant, les chiffres que vous avez donnés, 1,5 million de nouvelles infections par an à la fin 2020 reste un chiffre très élevé parce qu'il est loin, très loin de l'objectif qui s'est fixé le monde entier. Atteindre moins de 500 000 nouvelles infections à l'horizon 2020. Donc et encore, on parle aussi de beaucoup de gens qui ignorent le fait d'être infecté. On parle d'une personne sur 4. C'est ça, c'est un quart, c'est ça. C'est 38 sur les 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH, enfin à la fin 2020, qui sont vivants. Un quart ignore qu'ils sont porteurs du virus. Et la problématique est là, c'est parce que éradiquer le VIH veut dire que arriver à ce que toutes les personnes connaissent leur statut sérologique. À partir de là, la clé de la fin du sida est là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais après, vous avez cité beaucoup d'obstacles qui ont fait qu'aujourd'hui, 40 ans après l'apparition de cette pandémie, aujourd'hui, nous sommes là pour dire qu'il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent l'atteinte de ces objectifs. Il y a des obstacles liés au tabou, stigmatisation, discrimination. D'ailleurs, c'est le slogan de l'ONU SIDA, mais pas de l'OMS. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies veut dire que encore il y a beaucoup de travail à faire sur la représentation, sur l'acceptation de la maladie au sein de la société, malgré tous les efforts consentis. Je pense que tous mes amis médecins qui sont présents ici le confirmeront. Sur le plan de la recherche, des traitements, de l'accès, les efforts des gouvernements pour démocratiser l'accès. Malgré ça, quand même, tous les obstacles continuent, persistent et sont là pour nous rappeler encore que nous ne mettrons pas fin au sida à l'horizon 2030, malheureusement, et il reste encore beaucoup de travail. Ça prendra plus de temps. Oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait sensibiliser tout le monde ou focaliser sur des populations cibles? Excellente question, voilà, parce qu'en Algérie, quand on voit un peu les chiffres... Voilà, parce que maintenant, après 40 ans, je pense qu'on connaît bien la pandémie, qu'on connaît bien à tous les niveaux, sur le plan médical, sur le plan d'approche préventive. Vraiment, on connaît bien et on connaît où on doit aller et comment réussir. Le problème, c'est comment le faire. Bien sûr, je suis d'accord, il faut tenir compte de la situation, du contexte épidémiologique du pays. Donc l'Algérie, depuis plusieurs années, connaît une épidémie, disons, faible dans la population générale. Ce qui fait que nous savons plus ou moins où se situent les populations les plus exposées au risque. Donc c'est une approche ciblée, comme vous le dites, qu'il faudrait renforcer, aller de l'avant. D'ailleurs, tout à l'heure, avec Dr Yousfi, on avait une longue discussion sur ça, pour arriver à briser la chaîne de transmission, d'une part. D'autre part, le traitement qui est là, qui est la grande réussite de l'Algérie, il faut le dire. Depuis des années, depuis 1998, le traitement est gratuit, accès universel, mais perturbé pour différentes raisons, encore plus maintenant par la pandémie, mais aussi, ce qu'il faut dire aussi, que les personnes doivent prendre le traitement à vie. Et toutes ces perturbations vont vont augmenter la charge virale. Ça veut dire que la personne va transmettre encore le virus.
Et ça, on ne peut pas. D'ailleurs, même dans les statistiques de l'Algérie sur le nombre de personnes, parce que pour mettre fin au sida, il faut trois cibles, disons, atteindre 3 cibles. Que 90%, ça c'était en 2020, des personnes devaient connaître leur statut sérologique. 90% de ces personnes devraient être mises sous traitement et 90% devaient avoir une charge virale indétectable ou supprimée, comme on le dit dans notre jargon. Mais le problème, il est là. Si on n'arrive pas à atteindre ces 3,90, nous avons échoué quelque part parce que nous allons laisser le virus circuler, d'une part. D'autre part, les comportements à risque chez les personnes qui sont sujettes d'être les porteurs du virus ou bien le réservoir du virus, c'est des populations qui sont plus ou moins rejetées par la société, non acceptées par la société. Justement, j'allais vous dire, est-ce qu'on arrive à en parler ou à s'adapter au contexte socio-culturel, j'ai envie de dire, de l'Algérie quand on parle de population cible, justement? C'est très compliqué, c'est très difficile pour dire même le dépistage avec les structures de santé qui sont disponibles, ce qui a été dit par mes amis professionnels de santé. Les services sont là. Mais le problème, c'est d'amener ces personnes vers ces services, surtout le dépistage. Même les centres de dépistage qui sont au niveau en Algérie, peu de personnes exposées au risque vont vers ces services parce qu'ils ont peur d'être discriminés. Le malheur, c'est que la discrimination, elle est en milieu de soins. Et nous avons eu beaucoup de témoignages. Les associations, vraiment, ils nous rapportent aussi beaucoup de témoignages, ce qui fait qu'il faudrait une approche différenciée, une approche innovatrice, parce que vous voulez parler du dépistage. Aujourd'hui, l'Algérie... Pourquoi on ne va pas vers les autotests? Ça se vend partout, par exemple en Europe, en pharmacie. Il est en cours pour vous dire que l'Algérie elle a terminé sa stratégie de dépistage. Elle a ouvert aussi une porte à toutes les mesures innovantes en matière de dépistage dans l'autotest. Et ça fait 3 mois, une étude de faisabilité sur l'utilisation de l'autotest a été faite en Algérie et qui a démontré l'intérêt de l'intégrer dans le guide de diagnostic biologique, d'ailleurs, qui va être actualisé bientôt. Ça, c'est vraiment une grande avancée, d'une part, et d'autre part, une approche démédicalisée, entre guillemets, qu'on appelle approche communautaire. Et là, à cause du Covid en particulier, l'année passée, le ministère de la Santé a permis à 5 associations de faire le dépistage dans leurs locaux. Et je pense que ça va être une des grandes avancées et de grandes réussites du dépistage. Je ne suis pas très d'accord avec mes amis professionnels de santé, mais je pense que l'approche, l'innovation, elle est là aujourd'hui, elle nous interpelle. L'autotest, le dépistage communautaire, le dépistage classique, toutes ces offres de dépistage prénuptial, prénatal, cette offre de dépistage est très importante. Il faudrait les diversifier parce que sans ça, nous n'allons jamais pouvoir bouger les lignes. C'est comme ça qu'on va bouger les lignes. Parce que je suis tout à fait d'accord que des fois on a peur tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant. Mais je pense que quand même il y a eu des décisions très courageuses qui remontent, je demande à mes amis professionnels de santé, en 98, quand les cliniciens, les infectiologues ont décidé d'introduire les antirétroviraux, quand même il y a eu des levées de boucliers, il y a eu des résistances, mais aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes là pour dire c'est une grande réussite. D'ailleurs, même le nombre de décès en Algérie, il a sensiblement baissé grâce au traitement. Alors, je pense que quand on va vraiment faire bouger les lignes et introduire tous ces modes de dépistage, il y a seulement 34% des femmes séropositives, enceintes séropositives, qui reçoivent des traitements pour éviter la transmission. Ça veut dire un nombre important, presque 70%, presque 70%. 65%. Voilà, ça c'est très problématique. Et ça, je suis d'accord, c'est le mode le plus facile d'élimination de la transmission du sida, c'est la transmission mère-enfant. Ça, c'est très facile, c'est dans les corps de tout le monde. Toutes les femmes passent par le circuit du système de santé. Il y a la stigmatisation de la société en tant que quantité, c'est-à-dire monsieur tout le monde qui va regarder peut-être ou juger ces populations à risque, mais au sein même de ces populations à risque, est-ce qu'on arrive à en parler? C'est-à-dire vous qui venez du mouvement associatif, est-ce que vous arrivez à en parler, à les sensibiliser, par exemple, à aller vers les dépistages, à aller, quand on parle, par exemple, comme on disait tout à l'heure, des rapports non protégés, est-ce qu'on arrive à parler de tout ça? Merci. Moi, je ne viens pas du mouvement associatif. Je représente une agence des Nations Unies. Avant, vous avez travaillé dans le mouvement associatif. Voilà, je parle de ça. Je veux dire, je parle de votre parcours. Voilà, oui, mais actuellement, nous travaillons tous
très proche des associations. D'ailleurs, nous sommes tenus de travailler avec eux. Professeur Achor leur a rendu un grand hommage. Je me joins à elle pour aussi. Non, je parle de votre parcours. Quand je dis que vous venez du mouvement associatif. Oui, ils font de l'excellent travail. Les associations, parce qu'ils travaillent auprès de ces populations. Parce que vous avez parlé de la prévention primaire, nous avons une notion qu'on appelle la prévention combinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces groupes de populations à risque, quand elles sont captées, il faut les capter. Et toute une démarche qu'on peut les capter. Il faudrait leur fournir tous les moyens et ne pas les laisser partir. Premièrement, leur fournir un paquet de services en termes d'information, de sensibilisation, les moyens de prévention, mais les accompagner au dépistage. Et ensuite, si le dépistage est positif, vers le traitement. Donc, ce qu'on appelle le circuit, le continuum. Et donc là, oui, il y a d'excellents résultats. Je peux vous donner un chiffre. Avec la perturbation des centres de dépistage pendant la Covid. Donc il y a eu des associations qui ont commencé à faire le dépistage dans leurs locaux, avec l'accord du ministère de la Santé. Alors le pourcentage de dépistage il a augmenté d'une manière exponentielle. C'est extraordinaire, parce qu'avant c'était presque zéro. Ils sont arrivés à dépister presque 95% de toutes les populations qui sont ciblées. C'est pour dire que l'approche communautaire, avec ce que vous avez dit de proximité, avec des intervenants qui sont issus de ces populations, qui a donné des résultats. Qui animent aujourd'hui des groupes de parole. Bien sûr, pour répondre à vos questions, oui, ils sont très réceptifs parce que son interlocuteur, il connaît son statut, il ne le discrimine pas, il ne le rejette pas, il l'accepte comme il est, mais il fait comprendre qu'il s'agit d'une approche de santé publique, c'est sa santé qui est au cœur. Et donc, non, c'est l'approche centrée sur l'homme, et sur la personne qui doit donner des résultats et qui malheureusement continue à poser problème. Nous sommes tous d'accord, mais enfin, on ne va pas être pessimiste. On va dire que quand même il y a d'excellentes initiatives et je pense qu'on devrait tous continuer sur ces initiatives pour avoir de meilleurs résultats. Et avec la la diversification de l'offre, parce qu'il faut avoir une offre diversifiée. Parce que la personne qui a le VIH, ce n'est pas mentionné, elle n'a aucun signe. Bon, mes amis ont décrit un certain nombre de signes, mais après, aucun signe particulier. Oui, c'est pas spécifique. Donc, il faudrait vraiment la capter et la mettre dans les circuits. C'est comme ça qu'on va... Si on doit rester justement sur les populations cibles, encore une fois, est-ce qu'on parle par exemple de la notion de prophylaxie? Est-ce qu'on parle, aujourd'hui il existe des traitements prophylactiques ou des traitements préventifs pour le VIH-Sida quand les personnes ont des comportements à risque, encore une fois. Est-ce qu'on parle par exemple de ce qu'on appelle les PrEP, c'est ça? Oui. Bon, il y a deux types de prophylaxie. Il y a la prophylaxie post-exposition qui est la PEP, qui est la PEP et qui est utilisée. Je pense qu'aussi il faudrait faire un petit peu la promotion de ce PEP parce que ça... Beaucoup de gens ignorent que ça existe. Oui, ça existe parce qu'après, ils en parleront, mes amis médecins, que juste après l'exposition, on peut prendre la prophylaxie post-exposition, on peut être sauvé. Et après, il y a la PrEP. Est-ce qu'on arrive à en parler encore une fois? Est-ce qu'on arrive à parler de ce genre de traitement? Parce que là aussi, c'est tabou. Mais la PEP, elle existe. Oui, non, la PEP, elle existe. La PEP, c'est pas tabou. La PEP, ça existe. Elle est disponible. Et il faudrait trouver les formules, mais il faudrait que la personne vienne rapidement, comme ils l'ont dit. Donc, juste après le contact, l'exposition au risque, dans les 4 heures et 72 heures. Donc, même nous, aux Nations Unies, nous avons des packs. Non, je parlais de pré-exposition. Maintenant, la PrEP, c'est problématique. La PrEP, c'est problématique parce que c'est comme une contraception. Donc, c'est un traitement que les populations qui sont exposées au risque, qu'ils la prennent régulièrement et qui continuent leur comportement sans donc ce qui va leur permettre de ne pas contracter le virus. Mais là, c'est problématique parce que premièrement, elle n'est pas disponible en Algérie. Il y a une étude de faisabilité qui a été réalisée qui s'est avérée non concluante. Non, et surtout avec des réactions de rejet, surtout des professionnels de santé. Donc, ils ne l'acceptaient pas parce que leur perception, c'est que... On n'encourage pas. On encourage ce type de comportement. On n'encourage pas ce genre de comportement. Voilà, on devrait lutter contre ce genre de comportement. Mais dans beaucoup de pays du monde, la PrEP existe. Elle est fournie dans différents groupes de population exposés au risque. Les associations aussi l'utilisent et elles donnent de bons résultats. À quoi ressemble aujourd'hui la vie d'un séropositif, d'une personne vivant avec le VIH et qu'est-ce qu'il faut changer, justement ?
Oui, c'est une grande question. On conclut, hein. Oui, ce qu'il faut changer, moi je veux dire, éliminer les inégalités, éliminer la discrimination. Parce que la vie aujourd'hui, c'est des personnes normales qui vivent normalement, qu'il faut les accepter. Donc changer l'environnement pour une acceptation de ces personnes avec le VIH. Oui, justement, merci. Oui, voilà. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Justement, cette émission peut-être aura servi en quelque sorte à secouer un peu les consciences collectives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont contracté le VIH à la naissance, ils sont nés avec, il y a des gens qui peuvent le contracter sans le savoir, donc il faut arrêter la stigmatisation. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.